Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Nous devons nous demander, chacun d'entre nous, nous sommes tous intelligents, tous capables de comprendre les choses. Et il faut simplement aller un peu plus au fond que ce que vous proposent en général les médias dont nous sommes tous si friands. Comment sortir la France de la crise actuelle ? Quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis quelques mois, le monde entier est sidéré de voir que dans un pays qui est surendetté, qui dépense beaucoup plus que ce qu'il perçoit, eh bien, un certain nombre d'élus, pas tous, un certain nombre d'élus ne trouvent rien de plus intelligent à faire que d'inventer de nouvelles dépenses, en croyant naturellement que les entreprises pourront payer jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Ad nutum, sans limite, comme on dit en latin. Alors on ajoute des dépenses, et puis on croit qu'on va s'en sortir. En réalité, on est en train d'enfoncer la France dans des difficultés supplémentaires. Alors, quand vous allez voir un médecin, et que vous lui dites que vous avez mal au ventre, le médecin ne va pas vous dire « voici une ordonnance ». Le médecin va vous dire, bon, il va vous ausculter, essayer de repérer d'où vient ce mal de ventre. En général, il vous enverra dans un laboratoire d'analyse médicale pour faire des analyses bien précises. Et puis, quand il aura les résultats de l'auscultation et des analyses médicales, il va vous dire, eh bien, vraisemblablement, eh bien, vous souffrez de telles choses, voici les médicaments, voici les traitements, voici peut-être l'opération qu'il faut subir. De plus en plus, on demande au monde médical des résultats. Jusqu'à présent, on considérait que le monde médical était tenu à une obligation de moyens, c'est-à-dire faire tout ce qu'il pouvait pour vous soigner. Eh bien non, on considère que cela n'est plus suffisant. Il faut que le monde médical lui-même obtienne des résultats. C'est dire la contrainte qui pèse sur ce monde médical. Eh bien, jusqu'à présent, personne ne demande au monde politique d'obtenir des résultats. Eh bien, le résultat, on le voit aujourd'hui. Alors, quelles sont les trois causes principales des difficultés de la France ? Il y en a vraiment trois qui sont particulièrement importante. Il y en a 1000, vous me direz. Chaque Français est peut-être une cause des problèmes de la crise, mais si nous voulons être sérieux, il faut essayer d'identifier les faits importants, les faits essentiels. Le premier problème de la France, c'est qu'il a un système, une organisation économico-sociale qui n'est pas adaptée au monde contemporain. L'organisation économico-sociale de la France date de l'après-guerre. À cette époque, les frontières n'étaient pas ouvertes. Aujourd'hui, les frontières sont ouvertes et ça change tout. Cette organisation économico-sociale se caractérise par des prélèvements extrêmement importants réalisés sur les entreprises pour nourrir une administration d'une part, et puis un système d'aide sociale également très lourd. Et si on ne change pas ce système-là, jamais on ne va s'en sortir. Parce que ce système a tué l'industrie française et va tuer au fur et à mesure l'ensemble de la société française. Aujourd'hui, ce n'est pas à moi de vous le dire, vous avez des tas de produits qui viennent de Chine, qui viennent de l'Inde, qui viennent du Bangladesh, qui viennent du Vietnam, et qui coûtent 3 fois, 4 fois, 5 fois moins cher que les mêmes produits français. Un de mes amis artisans me disait qu'il achète des matières premières aux États-Unis 14 fois moins cher que les mêmes matières premières achetées en Martinique, mais il va directement faire ses commandes aux États-Unis. Donc, le reste du monde produit pour un prix moins cher que le prix français. Et seul le prix français est plus cher que le prix étranger,
c'est parce que la France se paye un système de protection sociale anormalement généreux. C'est la réalité. Ce n'est pas une invention, c'est la réalité. Donc si elle ne... Et en plus, non seulement ce système est anormalement généreux, mais il pèse principalement sur les entreprises qui sont livrées à la concurrence internationale avec des concurrents donc, qui sont beaucoup moins chers, qui n'ont pas le même système de protection sociale et qui donc payent beaucoup moins de cotisations sociales. Ça fait peut-être, je dirais, sévère de dire ce genre de réalité, mais si on continue à mettre la tête dans le sable et à ne pas vouloir voir la réalité telle qu'elle est, jamais on ne va régler ce problème. Donc, il faut changer ce système de protection sociale. Il ne faut pas qu'il soit financé principalement par les entreprises. Il faut que ce soit un système qui ne conduise pas la même personne à aller voir 3 ou 4 médecins pour la même chose, à avoir 3 ou 4 ordonnances, à acheter des médicaments en fonction de ses choix personnels. Non, il y a un besoin de responsabiliser et la participation de chacun à ses soins doit être augmentée parce que ce n'est que si chacun craint de devoir payer pour le médecin et pour les médicaments, qu'il fera peut-être un peu plus attention à ses exercices physiques, à son alimentation, à la manière dont il consomme de l'alcool, des cigarettes, de la drogue, voire, etc., etc. Il y a un besoin de responsabilisation. De même quand, à la moindre observation aujourd'hui, quelqu'un, aussi bien dans l'administration que dans le privé, se met en congé de maladie avec la complicité d'un certain nombre de membres du corps soignant, on ne peut pas sauver un système comme celui-là. Il est simplement destiné à sa perte et en se perdant lui-même, destiné à perdre toute une société. Donc, le système de protection sociale de la France doit être changé du tout au tout. Est-ce que vous entendez un député vous dire ça ? Est-ce que vous entendez un sénateur vous dire cela ? Non. Personne ne vous le dit, mais c'est pourtant la vérité, et j'ai le devoir de vous la dire, parce que nous sommes ici pour cela. La deuxième cause, c'est le statut de la fonction publique. Nous avons un statut dont il faut connaître l'origine. Le premier statut de la fonction publique ne date pas de l'après-guerre, contrairement à ce qu'on croit. Il date de la guerre elle-même, c'est-à-dire de septembre 1941, à une époque où la France était dirigée par le maréchal Pétain, qui lui-même recevait ses ordres du chancelier Adolf Hitler. Et le monsieur Adolf Hitler, quelques mois après qu'il ait pris le pouvoir, il a pris le pouvoir par des élections en janvier 1933. En avril, il sortait un statut de la fonction publique en Allemagne, avec des aspects absolument inadmissibles, notamment un racisme, un antisémitisme incroyable. Et quand il a demandé au maréchal Pétain de mettre en place en France un statut de la fonction publique, naturellement, il a fourni comme modèle le statut de la fonction publique qu'il avait en Allemagne, avec de l'antisémitisme, avec du racisme, avec un accès très particulier sur la base de la tête du client pour devenir fonctionnaire, mais ça a été le modèle dont la France est inspirée. Mais que voulait Hitler avec son statut de la fonction publique ? Il voulait avoir une organisation lui permettant de contrôler et d'avoir dans sa main l'ensemble du territoire allemand. Et c'est ce qu'il a demandé à Pétain de faire avec le statut de la fonction publique français. À la sortie de la guerre, en 1944-1945, donc, sous l'autorité du général de Gaulle dans un premier temps, et puis d'autres élus dans un deuxième, on a fait un deuxième statut de la fonction publique en décembre 1946. Qui était à la manœuvre pour faire ce statut de la fonction publique? C'était M. Maurice Thorez, qui était secrétaire général du Parti communiste français et qui venait de passer 5 ans à Moscou à voir comment fonctionnait le système communiste avec le petit père des peuples qu'on appelait Staline à l'époque. Et donc, Maurice Thorez a été à la manœuvre pour faire le statut de la fonction publique sur lequel la France fonctionne encore pour l'essentiel aujourd'hui.
Mais l'inspiration de Maurice Thorez était tout à fait comparable à l'inspiration de Hitler et de Pétain, c'est-à-dire contrôler le pays grâce à un corps de fonctionnaires que l'État avait entièrement entre ses mains. Alors, en 1946, on a expurgé le statut de la fonction publique de tout ce qu'il y avait d'inadmissible, mais l'esprit est resté le même. Mais au fur et à mesure, naturellement, sous l'action des syndicats, eh bien, un autoritarisme qui était clair, par exemple, interdiction de se syndiquer, qui existait dans le statut de 1941, ça a sauté. On a donné plus de liberté, plus de dignité aux fonctionnaires. Mais l'esprit était le même. Alors, rappelons que le statut de la fonction publique en 1946 n'était fait que pour les fonctionnaires de l'État. Et puis, à partir des années 1980, sous l'autorité notamment de M. Lepors, membre également du Parti communiste, on a étendu le statut de la fonction publique, d'une part aux agents territoriaux et d'autre part aux agents hospitaliers. Si bien qu'aujourd'hui, les fonctionnaires d'État relèvent de la fonction publique, les fonctionnaires des collectivités territoriales relèvent de la fonction publique, avec des variantes, et les fonctionnaires des hôpitaux relèvent de la fonction publique. Au total, donc, 6 millions de personnes, ce qui représente beaucoup. 6 millions sur une population active en âge de travailler de 29 à 30 millions de personnes. Mais nous le voyons bien au quotidien, malgré toute l'estime que nous avons et que nous devons avoir pour la majorité des fonctionnaires, le rapport qualité-prix du secteur public n'est pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand vous voyez les principaux secteurs de l'économie française dirigés sous l'auspice de la fonction publique, eh bien, vous voyez bien que ça ne colle pas, et que vous êtes mécontents, que je suis mécontent, que les fonctionnaires sont mécontents eux-mêmes, et que tout le monde, au total, a des raisons d'être mécontent. Regardez l'éducation nationale, qui produit chaque année 100 000 jeunes qui sortent du système sans diplôme et sans formation. Regardez l'armée, qui est incapable de faire ces exercices d'entraînement parce qu'il manque de carburant. Et tout le monde sait que s'il y avait une guerre à haut niveau d'intensité, l'armée française ne tiendrait pas plus de quelques semaines. Regardez la santé, où nous avons à la Martinique et dans l'Hexagone des gens qui meurent dans les couloirs des urgences et avec un état sanitaire qui n'est pas satisfaisant, notamment parce qu'on n'a pas assez développé la prévention en matière médicale. Toutes ces situations montrent que le service public en France ne fonctionne pas convenablement. Est-ce que c'est de la mauvaise volonté des fonctionnaires? Certainement pas. Autre exemple de difficulté, la justice. Vous avez des décisions qui sont prises après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc le problème, c'est que ce système n'est pas bon. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est parce qu'il ne responsabilise pas suffisamment les fonctionnaires. Et la solution, c'est de mettre un terme à cette dualité entre la fonction publique d'un côté et puis le secteur privé de l'autre. Il n'est pas sain dans une société que certains salariés sachent dès le départ de leur carrière combien ils vont gagner jusqu'au bout de leur vie et que d'autres ne sachent pas le matin combien ils vont gagner le soir parce qu'il y a les aléas économiques. Donc, le statut de la fonction publique doit être modifié. On doit arriver à ce que, à part peut-être les fonctions strictement régaliennes, comme l'armée, la justice, et puis quelques autres activités, le maintien de l'ordre, la police, la gendarmerie, eh bien, à part ces fonctions-là qui peuvent continuer à relever d'une organisation régalienne, c'est-à-dire une grande stabilité de l'emploi, une grande sécurité de l'emploi, que tout le reste eh bien, relève du droit privé comme les autres salariés du pays. Cela est possible, non pas, la manière de faire, c'est effectivement pas
de dire du jour au lendemain aux fonctionnaires « vous ne serez plus sous le statut de la fonction publique ». La manière de faire est de dire à tous ceux qui y sont « on n'a pas le droit de mettre un terme à votre statut sans vous en avoir prévenu des années à l'avance, donc on ne le fera pas, vous allez pouvoir mourir avec le statut de la fonction publique ». Ça, c'est clair, parce que juridiquement et moralement, on ne peut pas faire autrement. Par contre, on peut dire à tous les autres qui envisageraient d'entrer dans la fonction publique, eh bien, qu'à partir de 2026 ou 2028, eh bien, ils entreront dans la fonction publique. Si c'est pour une fonction régalienne dans quelque chose du type de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire gendarmerie, police, magistrature, armée, mais s'il ne s'agit pas d'une fonction régalienne, s'il s'agit de santé, s'il s'agit d'éducation nationale, eh bien non, ce ne sera plus sous le statut de la fonction publique, et ce sera avec un moins grand nombre de personnes, mais mieux payées, parce qu'il n'est pas normal non plus que beaucoup de fonctionnaires, je pense notamment aux enseignants, ne soient pas mieux payés qu'ils ne le sont aujourd'hui, ou les infirmières. Il y a trop de fonctionnaires qui fonctionnent sans esprit vraiment de responsabilité, et cela conduit à ne pas pouvoir les payer autant qu'ils mériteraient d'être payés. Il y a quelques exceptions. Des informations sortent ces jours-ci sur les salaires d'un certain nombre de membres des cabinets ministériels. La moitié des membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires membres des cabinets ministériels, gagnent plus que leurs ministres. Et nous avons, dans le monde de la communication, eh bien, la présidente, par exemple, de France Télévisions, dont le salaire est de près de 400 000 euros par an, c'est-à-dire plus de 30 000 euros par mois, avec des résultats qui ne sont pas toujours au rendez-vous, ainsi que le signalait très officiellement, il y a quelques mois, quelques semaines, un rapport très documenté de la Cour des comptes. Parmi les exemples récents de déresponsabilisation des agents publics, l'agression au Louvre est extrêmement parlante. La directrice, présidente directrice du Louvre, a proposé au gouvernement, et notamment au président de la République qui l'avait nommé, sa démission. Après une agression, après un vol, c'est une agression contre, pas des personnes, encore que ça aurait pu avoir lieu, mais contre des actifs, en fait, des trésors publics. Et cette dame, assez logiquement, a proposé sa démission. Et elle aurait dû d'ailleurs s'en aller, démission acceptée ou pas acceptée. Quand on dirige un musée et qu'on a comme fonction de conserver, on est d'abord conservateur, n'est-ce pas, dans un musée, et qu'il est prouvé que les précautions minimales n'étaient pas prises pour empêcher un cambriolage, on doit démissionner. Je ne connais pas le salaire de cette dame, mais il est probablement plus confortable que celui de la plupart d'entre nous. Et elle propose sa démission, et chose incroyable, le président de la République refuse la démission. Mais c'est une façon d'infantiliser la haute fonction publique, de considérer qu'on n'est pas obligé d'obtenir des résultats, qu'on a un beau salaire, qu'on a les avantages, qu'on a, paraît-il, un restaurant qui aurait coûté au Louvre récemment 500 000 euros, pour faire un restaurant destiné à la direction, mais que quand il y a une faille, on dit qu'il y a une faille, mais qu'il n'y a pas eu de défaillance. Assez compliqué d'expliquer qu'il y a une faille, mais qu'il n'y a pas de défaillance. S'il y a une faille, c'est qu'il y a eu une ou plusieurs défaillances. Eh bien, un statut qui permet ce genre de situation est un statut qui doit être changé. Il est nécessaire que dans la fonction publique, chacun soit positivement ou négativement sanctionné en fonction des résultats. Et puis, la dernière cause principale des problèmes de la France tient à l'ouverture des frontières. Mais cette ouverture des frontières n'est pas décidée par le Français moyen, elle est décidée par le président de la République, par le Premier ministre, par les ministres, par les hauts fonctionnaires qui signent des accords internationaux. Ces accords internationaux permettent aux produits chinois, indiens, vietnamiens ou autres d'arriver en France et de détruire l'économie française.
Donc, on a signé, en laissant notamment la Chine entrer dans l'Organisation mondiale du commerce dans les années 1999-2000, on a signé des accords internationaux qui sont des causes essentielles des difficultés actuelles de l'économie française. On ne se demande pas si les traités signés, soit au niveau national, soit au niveau international, peuvent être supportés par l'économie française. Et Mercosur offre un exemple d'actualité de cette affaire-là. On signe des accords et puis après on constate que des pans entiers, c'est vrai aussi de l'agriculture, de l'économie française, sont en train de s'effondrer. Il y a tous les jours des agriculteurs qui se suicident en France parce qu'ils n'arrivent pas à faire face aux prélèvements obligatoires qui leur sont imposés et puis à la concurrence internationale. Un deuxième élément consiste à appliquer, pour porter remède aux problèmes actuels de la France, consiste à appliquer la Constitution. Le rôle du Premier ministre doit être rempli par le Premier ministre et pas par le Président de la République. Et puis, la volonté du peuple doit être respectée, notamment en changeant le système électoral. Le système électoral qui permet qu'il y ait 2 tours est un système totalement imparfait. Au premier tour, on sait à peu près ce que pèse chaque candidat. Mais au deuxième tour, des arrangements, des combinaisons ont été montés par les candidats. Et parfois, le candidat qui est arrivé premier au premier tour se retrouve dernier au deuxième tour. Il faut faire des élections tant au niveau municipal qu'au niveau des législatives, qu'au niveau sénatorial. Il faut faire des élections à un seul tour, comme ça se fait dans un très grand nombre de pays. Parce que l'entre-deux tours est la source de beaucoup de magouilles politiciennes. Il faut appeler les choses par leur nom. Et puis le troisième point, la troisième cause des difficultés économiques de la France, à laquelle il faut remédier, consiste à améliorer le niveau de compétences économiques de nos décideurs. Nous avons un cas très frappant ces derniers temps le premier président de la Cour des comptes qui nous dit « mais puisqu'il y a 6 000 milliards, c'est beaucoup, d'épargne sur les comptes bancaires, livrets de caisses d'épargne, etc., des Français, il faut que les Français utilisent cette épargne à consommer, et comme ça va relancer l'activité économique. » C'est juste une absurdité, parce que chacun sait que si on distribue du pouvoir d'achat, surtout aux catégories de personnes les moins favorisées, ce pouvoir d'achat va porter sur des choses dont on a besoin, une machine à laver, un réfrigérateur, des choses comme ça. Et l'essentiel de ces machines-là, ou de la vaisselle, des produits de décoration, tout cela est réalisé à l'extérieur. C'est-à-dire, la croissance qu'on va relancer, si on distribue du pouvoir d'achat sans une production réelle, eh bien ce sera la croissance de la Chine, la croissance de l'Inde ou la croissance du Vietnam. Pour relancer la croissance économique en France, pas dans les pays étrangers, d'abord il faut un peu plus protéger, comme je le disais, l'économie française, mais il faut surtout financer la recherche, financer la production locale, la production nationale, y compris avec une main-d'œuvre venue de l'extérieur, mais qui va travailler. Pas une main-d'œuvre qui va être là en train de toucher des allocations, une main-d'œuvre qui va travailler. Donc, encourager la recherche, encourager la production, encourager également la réalisation d'infrastructures de fonds. Je pense notamment à un système de transport, à des hôpitaux mieux équipés, etc., à des écoles mieux équipées, avec des classes beaucoup mieux équipées que ne le sont, mieux payer les enseignants, mieux payer les chercheurs. C'est ainsi qu'on va relancer l'économie française, et ce n'est pas en disant qu'il faut donner du pouvoir d'achat ou bien même confisquer
les dépôts qui sont sur les comptes d'épargne des clients, d'abord, des contribuables. D'abord, beaucoup de Français ne sont pas en mesure d'épargner. Lorsqu'on est de chômage, vous n'avez pas une capacité d'épargne très élevée. Lorsque vous gagnez le SMIC, vous n'avez pas une capacité d'épargne très élevée. Lorsque, dès le 16 ou le 17 du mois, vous êtes obligé d'appeler votre banquier pour qu'il paye les paiements que vous avez à faire jusqu'à la fin du mois, vous n'avez pas une capacité d'épargne très élevée. Il faut être un peu sérieux quand on dit aux Français, mais épargnez davantage ou bien consommer davantage. Beaucoup de Français, vous savez que le revenu de la moitié des Français, le revenu mensuel de la moitié des Français est inférieur à 2200 €. Inférieur à 2200 €. Et parfois, ce sont des familles où vous avez 2, 3 enfants. Donc, il faut regarder les problèmes au fond, et puis que nos élus aient un petit peu plus de compétences sur les problèmes économiques. Quand un élu de très haut niveau, celui dont je viens de parler, mais aussi d'autres que j'ai eu l'occasion de croiser, vous disent que les 77 milliards d'euros qu'on va payer en 2026 au titre de la dette correspondent à des remboursements, c'est juste prouver qu'on ne connaît pas le sens du chiffre le plus important, parce qu'avec le chiffre le plus important du budget de la France en 2026, ces 77 milliards d'euros correspondent au paiement des intérêts, pas du tout au remboursement de la dette. Il faut donc faire quelques progrès sur ces problèmes économiques, et croyez-moi, les lacunes sur les problèmes économiques sont beaucoup plus répandues et beaucoup plus graves que vous ne pouvez le penser. Alors, ne revenons pas sur des salaires anormalement élevés qui sont distribués à des gens dont les résultats ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Voilà quelques-unes des mesures. Sans doute, vous êtes tout à fait assez informés pour avoir d'autres mesures, peut-être alternatives, peut-être en complément. Bref, vous avez la capacité de savoir quelles mesures il faut prendre pour que la France sorte des difficultés dans lesquelles elle est aujourd'hui. Mais sachons que si on veut changer de résultat, il faut obligatoirement changer de méthode. Croire qu'avec les mêmes méthodes, les mêmes programmes scolaires, les mêmes méthodes d'enseignement, le même style de rémunération du secteur public, le même niveau de prélèvement obligatoire sur les entreprises, tout ça étant identique, croire qu'on va avoir des résultats différents, c'est juste une absurdité. Il faut que nos élus le sachent, et il faut que nos chefs d'entreprise le sachent également, que les électeurs le sachent, parce que toutes ces difficultés-là, vous en êtes en partie responsable, j'en suis en partie responsable, parce que nous avons mis au pouvoir des gens à qui nous avons délégué nos pouvoirs, nos responsabilités, et qui aujourd'hui nous traitent comme leurs employés très, très fréquemment, ne répondent pas à nos courriers, ne font pas ce qu'ils ont à faire pour nous rendre service. Mais s'ils sont là, et s'ils ne sont pas mis tout seuls, c'est parce que nous les y avons mis. Peut-être aurons-nous l'occasion, si nous prenons conscience de cela, à partir des élections municipales qui viennent, eh bien, de faire des choix différents de ceux que nous avons faits jusqu'à présent, tant au niveau local qu'au niveau national. Merci chacune et chacun de votre attention. À un autre soleil.